grosse, trop noire, trop jeune, trop gamin, ouais, trop gamin, hop, trop vieille, une menuisière, il manquait plus que ça, voilà, là, impeccable. Ouais. Il y a quelque temps, j'ai voulu faire un apprentissage en parfumerie et en esthétique. Mon conseiller emploi m'a parlé d'une personne qui recherchait quelqu'un pour un contrat d'apprentissage. J'ai alors tout de suite téléphoné à la responsable du magasin. Au téléphone, ça s'est très bien passé. Elle m'a parlé de quelqu'un de motivé, qui aimait les parfums, une jeune femme qui aimait les soins du corps. Par la suite, je me suis rendue au magasin pour un rendez-vous. Quand elle m'a vue arriver, c'est vrai que je suis en surpoids. Elle m'a regardée, elle a fait « Oh, c'est vous !» Mais je ne peux pas vous embaucher, madame. Moi, je recherche une personne bien faite. Moi, je vends du rêve. Si je vous embauche, cela veut dire que mes produits ne marchent pas. Et elle m'a montré la porte. Je cherche un poste de vendeuse en boulangerie. Je réponds donc à une annonce passée dans le journal et le recruteur me convoque pour un entretien. Donc je passe cet entretien avec le responsable de secteur. Tout se passe très bien. Je suis très optimiste. Il me dit qu'il me rappellera rapidement. Donc je suis très surprise quand je reçois une réponse négative m'indiquant que le poste n'est pas fait pour moi en raison de la corpulence. Donc je suis très étonnée, je demande à parler au responsable avec qui j'ai passé l'entretien et celui-ci me répond très gentiment « Mais vous savez, c'est pas méchant, mais l'espace entre le dépôt de pain et le comptoir est très réduit, donc si on embauche 2 personnes comme vous, ça sera impossible de circuler. » Voilà. J'ai 40 ans. Et je suis reconnue comme travailleur handicapé. J'ai été embauchée en CDI dans une boîte de nettoyage. Je faisais différents locaux, des banques, des entreprises. Bon, il y avait des choses que je ne pouvais pas faire, mais je portais quand même les sacs de linge, par exemple. Un jour, mes collègues m'ont dit que j'allais être sur de moins en moins de missions. Je suis allée voir mon chef de chantier qui m'a confirmé la nouvelle sans explication. Alors je lui ai dit, mais je ne vais pas en rester là, hein. Je vais prévenir l'inspection du travail. Il m'a répondu, faites comme vous voulez, madame. Alors, juste après, j'ai reçu un avenant à mon contrat. Effectivement, j'avais moins de missions. J'ai cherché de l'aide. Je suis tombée en dépression pendant 1 an, le temps qu'ils me licencient. Ce dont je suis sûre maintenant, c'est qu'ils voulaient toucher la prime liée à mon handicap et qu'après ils ont cherché à se débarrasser de moi. Ça a été une période très dure. J'ai un BEP paysagiste et j'ai le niveau Bac Pro travaux paysagers. Je cherche du travail depuis 2008 et dès la sortie de l'école, j'ai passé un entretien pour un travail de paysagiste en même temps qu'un copain qui avait le même niveau que moi. C'est lui qui a eu le poste.
Je ne me suis pas découragée, j'ai postulé à de nombreux postes, j'ai obtenu des entretiens, mais à chaque fois on me disait « Vous savez, c'est un métier dur pour les femmes », au lieu de me parler de mes compétences, de mes motivations. Et à chaque fois, les réponses étaient négatives. J'ai 20 ans et je suis maman d'une petite fille de 2 ans. En 2011, j'ai dû interrompre mes études de coiffure au CFA polyvalent de Marzy parce que j'étais enceinte. Maintenant que ma fille est un peu plus grande, j'essaie de reprendre une formation en alternance dans la restauration. Mais il y a quelques semaines, je reçois un appel. C'est la patronne d'un restaurant qui me demande de suite « Excusez-moi, mais vous avez quel âge ?»« 20 ans. »« Ah, ça va pas être possible, vous êtes trop vieille. » Dans la foulée, quelques jours après, je reçois un appel d'un patron d'un restaurant. Sa première question, c'est « Vous avez un enfant ?» Je réponds que oui, j'ai une petite fille. Et il me dit « Ah non, ça va pas être possible. On recherche quelqu'un qui n'a pas de charge de famille. Au revoir, désolé. » Fête, espace Salingro, allée de la Louée, 58 000 Nevers. Voilà. Diplômée comme assistante de vie aux familles, virgule, j'ai répondu à une annonce pour un poste dans un EHPAD. J'ai été convoquée à une réunion d'information à l'issue de laquelle il était prévu que les candidats présents passent un entretien. Point. Lors de cette réunion, nous étions 5 candidates et j'étais la seule d'origine étrangère. La responsable qui menait la réunion ne m'a presque jamais regardée et ne s'est pas adressée à moi. Point. Quand est venue la programmation des entretiens individuels, virgule, j'ai appris que j'étais la dernière à passer. Bon. Point. Après avoir longtemps attendu, virgule, mon tour est enfin arrivé. Point. Je me suis levée et je me suis dirigée vers le bureau, mais la responsable ne m'a pas laissé passer. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas le temps à me consacrer et de toute façon que je n'avais pas le profil. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait me dire. J'étais tellement surprise que je ne trouvais pas mes mots. Alors elle m'a dit « Vous savez bien ce que je veux dire. Les personnes âgées n'aiment pas que les personnes de couleur fassent leur toilette. » Cordialement. Elles sont en fait très très nombreuses. C'est donc une inégalité sur la non-mixité des métiers. Les femmes et les hommes ne sont pas dans les mêmes secteurs d'activité ni sur les mêmes métiers. Et il s'avère qu'en général, les filières des services sont moins rémunérées en moyenne que les filières de l'industrie. Or, les hommes sont davantage dans l'industrie et les femmes sont davantage dans les services. Donc on a cet aspect de la ségrégation professionnelle. On a un second aspect qui est celui de l'inégalité de salaire.
Et ça, c'est une inégalité qui persiste sans qu'on fasse de progrès. Pendant plusieurs décennies, dans les années 70 et des années 80, on a eu une réduction des écarts de salaire entre femmes et hommes, mais aujourd'hui, on a une espèce de butoir à la réduction des inégalités. Donc, ces inégalités de salaire sont liées à plusieurs facteurs. D'abord, la question du temps de travail. Les femmes sont bien davantage que les hommes à temps partiel, et puis des phénomènes de discrimination pure et simple, c'est-à-dire que même à qualification égale, à poste égal, par différents biais, les primes ou d'autres biais, on paye moins une femme qu'un homme, parce qu'il y a une espèce de suspicion sur le fait qu'une femme est moins disponible pour son travail parce qu'elle a déjà des enfants, ou parce que si elle n'en a pas, elle en aura. Donc même les femmes qui n'ont pas d'enfants sont soumises à la même discrimination parce qu'on suppose qu'elles auront des enfants, et quand on suppose aussi, les employeurs du moins supposent que quand elles auront des enfants, elles seront moins disponibles pour des réunions urgentes ou pour des déplacements professionnels, et qu'elles auront d'autres préoccupations que la préoccupation strictement professionnelle. Donc là, on rentre aussi dans le domaine des stéréotypes sur le rôle qui est attribué aux femmes et aux hommes. Et le troisième aspect important, tout ça est lié évidemment, des inégalités sur le marché du travail, c'est la question du parcours de carrière et au bout du compte de l'accès aux responsabilités professionnelles, puisque les femmes sont non pas moins formées, parce qu'elles le sont davantage à l'entrée, mais sont supposées être moins disponibles, je dis bien supposées être, eh bien, elles ont des parcours professionnels différenciés par rapport à ceux des hommes, c'est-à-dire qu'elles progressent moins vite, et au bout du compte, elles ont moins de responsabilités professionnelles. Quand on regarde aux échelons supérieurs dans les entreprises, qu'elles soient publiques, qu'elles soient privées, c'est exactement la même chose. Elles accèdent beaucoup moins aux responsabilités, et en particulier aux responsabilités importantes. Donc, il y a cet aspect donc, salaire, l'aspect plafond de verre, donc accès différencié aux responsabilités professionnelles. Et puis, il y a également l'aspect précarité, pauvreté, qui est la précarité, en fait, est liée à deux choses. Elle est liée d'abord à des phénomènes, bon, la précarité au sens classique du terme, c'est des phénomènes d'instabilité sur le marché du travail. Les femmes rentrent et sortent du marché du travail, notamment pour celles qui sont le moins qualifiées ou dont la qualification est le moins reconnue, c'est-à-dire par exemple les femmes qui s'occupent qui font des heures de ménage ou qui s'occupent de personnes âgées ou qui sont censées ne pas avoir de qualification, ce qui est une bêtise sociale, puisque s'occuper de prendre en charge des enfants, prendre en charge des personnes âgées, c'est une responsabilité sociale importante, mais on considère que puisqu'elles savent le faire de façon innée, puisqu'elles sont des femmes et qu'elles le font déjà dans la sphère privée, c'est-à-dire dans leur famille, elles savent le faire pour les autres et qu'il n'y a pas besoin de reconnaissance de qualification. Donc, il y a la question de la qualification et du salaire. Donc, des femmes sont dans les frontières entre le marché du travail et ce qui est hors du marché du travail sont souvent très floues. Et puis, surtout, s'est développé dans les années récentes le temps partiel. Le temps partiel est de façon écrasante occupé par des femmes. À 80% sont des femmes qui sont à temps partiel. À peu près un tiers des femmes qui sont sur le marché du travail travaillent à temps partiel. Et ça n'est pas majoritairement du temps partiel pour s'occuper des enfants, c'est-à-dire ça n'est pas majoritairement des femmes qui prennent le mercredi pour s'occuper des enfants, c'est majoritairement du temps partiel imposé par les entreprises, notamment dans le secteur des services. Alors c'est les magasins avec du temps partiel, quelques heures par jour, voire de façon discontinue. C'est tout le domaine des services à la personne. C'est tout ce qui est l'hôtellerie, restauration, donc un certain nombre de domaines des services sur lesquels le temps partiel est imposé. Et là, ce temps partiel n'est pas un instrument de conciliation entre tâches professionnelles et tâches familiales. Au contraire, il les complique parce que c'est quelques heures dispersées et puis souvent avec des temps de transport entre ces horaires-là. Donc c'est aussi une dégradation des conditions de travail. Mais ce temps partiel
est évidemment payé à temps partiel, donc du coup ça donne des revenus, surtout quand l'emploi est peu qualifié, qui est un revenu faible, et donc on a à la fois une précarité et une pauvreté en emploi. Aujourd'hui, la pauvreté en emploi, ce sont essentiellement des femmes, et lorsque, pour des raisons qui tiennent à leur vie privée, elles se retrouvent à avoir seules des charges d'enfants, eh bien avec un salaire au SMIC ou à peine au-dessus payé à temps partiel, elles ne s'en sortent pas. Donc on a ces phénomènes de pauvreté en emploi qui se développent. Avant, la pauvreté était essentiellement liée au chômage. Maintenant, c'est un développement de la pauvreté en emploi. Et pour l'essentiel des femmes, on le voit bien d'ailleurs, toutes les organisations caritatives ou les Restos du Cœur décrivent le fait que leur public est de plus en plus des femmes qui travaillent, qui ont un emploi, mais dont le salaire ne permet pas de faire face à des charges de famille. Donc ça, c'est un phénomène très important parce qu'on a du point de vue de la place des femmes sur le marché du travail, une espèce de polarisation, c'est-à-dire entre de plus en plus de femmes qui sont en situation de précarité et de pauvreté, et puis d'un autre côté quand même, parce qu'il ne faut pas tenir non plus des discours trop misérabilistes qui ne correspondent pas à la réalité, des femmes qui ont fait des études supérieures et qui s'insèrent bien sur le marché du travail avec un emploi stable, elles ont cette sécurité de l'emploi et un emploi stable. Elles vont être discriminées en termes de parcours de carrière et de salaire. Elles n'accéderont pas aux plus hautes responsabilités professionnelles pour la majorité d'entre elles, mais elles sont bien insérées. Donc, et ça, le nombre de femmes qui sont dans cette situation augmente également. Donc on a vraiment les deux phénomènes en même temps, ce qu'on traduit par ces aspects de différenciation sur le marché du travail et de polarisation sur le marché du travail. Donc au total, on a vraiment beaucoup d'inégalités sur le marché du travail. Alors, si on regarde un petit peu la situation des dernières décennies, on a ce que j'appellerais une recomposition des inégalités. Certaines se sont réduites. Les femmes sont beaucoup plus présentes sur le marché du travail qu'elles ne l'étaient auparavant. C'est-à-dire que le taux d'activité, le taux d'emploi a augmenté. Il n'atteint pas encore le même niveau que celui des hommes, mais il a beaucoup augmenté. C'est évidemment une condition fondamentale de l'indépendance financière et de l'autonomie. C'est une condition indispensable, c'est pas suffisant, parce que si on a un faible revenu, ce que j'ai dit tout à l'heure, ça ne permet pas de faire face aux charges quotidiennes, mais c'est une condition nécessaire. Donc, l'insertion des femmes sur le marché du travail, c'est largement accru. On a d'autres domaines sur lesquels la situation s'est améliorée, je vais dire peut-être améliorée entre guillemets. Longtemps, le taux de chômage des femmes était supérieur au taux de chômage des hommes. Maintenant, ce n'est plus le cas. On a eu une lente convergence et maintenant, le taux de chômage des hommes est devenu supérieur au taux de chômage des femmes. Ça tient au fait que la crise a touché essentiellement des secteurs comme l'industrie, la construction et beaucoup moins le secteur des services. Majoritairement, les hommes travaillent dans l'industrie, la construction, majoritairement les femmes travaillent dans les services. Donc du coup, le taux de chômage des hommes a augmenté davantage que le taux de chômage des femmes. Le taux de chômage des femmes a également augmenté. Elles ont subi la crise également, mais il a augmenté moins vite. Donc de ce côté-là, on n'a plus la même inégalité qu'on avait auparavant. On a en matière de salaire une espèce de stabilisation des inégalités. En matière d'accès aux inégalités professionnelles, aux responsabilités professionnelles, les choses s'améliorent, mais très lentement. Globalement, donc, les inégalités se sont vraiment recomposées avec cette polarisation et cette précarisation d'une partie de l'emploi des femmes. Et la princesse attendait encore et encore le prince charmant. Non, tu joues pas au foot, t'es une fille. Dis merci à Tati pour le bel aspirateur. Oh, on dirait un vrai. Mais dis donc, mais t'es une vraie petite femme maintenant. Tu viendrais pas sur mes genoux? Psst, tu réponds pas? Tu fais ta fière? Avec Cellule Minceur, n'ayez plus honte de vous montrer en maillot. Fais pas ta coincée. T'as vu dans quel état tu m'as mis? Comment
ça, agressé, tu l'aurais pas un peu cherché? Eh, c'est quoi ton 06? Tu réponds pas? Salope. Avec Cellule Minceur Plus, 6 semaines pour être belle. Allez, je sais que t'en as envie. Hein, t'aimes ça? T'aimes ça, hein? Mais dites donc, toi, t'aurais pas pris un peu de poids? C'est pas comme ça que tu vas te retrouver un mec, hein. Le même salaire que lui. Mais pourquoi? Tu trouves que ça ressemble à une chemise repassée, ça? Oui, faut se mettre à sa place aussi, hein. C'est peut-être à toi de faire des efforts. C'était un accident, chérie. Non mais je voulais pas te faire mal. Non mais c'est parti comme ça. Oui, on vous a remplacé. On s'est dit que maintenant, avec votre deuxième... Bon, dis donc, arrête, écoute, laisse-toi faire un peu. J'ai tous les droits avec toi, je suis ton mari quand même. Avec Cellule Minceur S, combattez les signes de l'âge. Vieille conne. Allô, maman? Ça y est, tu es grand-mère. Oui, c'est une fille. T'es contente? Harcèlement, inégalité, agression, violence conjugale, viol. Tant que nous ne ferons pas reculer le sexisme, la violence accompagnera la vie des femmes. En fait, c'est la première fois que je me retrouve de nouveau dans une salle avec un public. La dernière fois, c'était à Berlin. Mais je suis tout aussi heureuse. Je veux dire, ça change rien. C'est vraiment un plaisir. Et ce que je vais vous raconter, c'est en lien avec Berlin, dans le fond. Parce que quand j'ai présenté le film, donc... ça a été fantastique d'avoir les impressions des différents publics. Il y a beaucoup de projections à Berlin, 5 ou 6. Donc c'est très riche. On en sort grandi. C'est splendide parce qu'il y a vraiment un public très diversifié. Et il y a aussi beaucoup de jeunes. D'ailleurs, il y a aussi un prix qui est remis par un jury de jeunes. Et à l'issue du festival, la chance, la cerise sur le gâteau, c'était encore d'obtenir ces prix. Très prestigieux, mais surtout qui m'ont fait chaud au cœur. Mais c'est surtout ensuite, à la fin de la cérémonie, qu'une chose étonnante s'est produite, en fait, pour moi. C'est qu'il y a un jeune homme qui faisait partie du comité de sélection du film, de la Berlinale, qui est venu me voir et qui m'a dit que c'était pas une évidence, ça n'a pas été une évidence pour Berlin de sélectionner ce film. Mais en même temps, je vous délivre un petit peu avant la projection des choses du film, donc excusez-moi par avant. Et en fait, cette personne me dit être un réfugié qui a été accueilli à Berlin. Et il m'a dit que les autres membres du comité de programmation, quand ils ont vu mon film, ils avaient beaucoup de questions. Ils se demandaient si c'était juste, si j'avais le droit de montrer ou de dire ce que je disais. Et lui s'est tu la plupart du temps, et en fin de tour de table, il a eu la chance de parler et de dire que lui-même en tant que réfugié, en fait, il pensait que oui, justement, j'avais absolument le droit de parler de ça, comme ça, et que c'est effectivement ce qu'il a senti, lui, en tant que personne réfugiée dans un camp. Et quand il m'a dit ça, et que j'ai été absolument ébranlée par son témoignage, et je l'ai remercié, mais j'ai été très émue, en fait, de savoir que quelque chose qui est parti d'un sentiment très intuitif, cette envie de faire ce film comme ça, sur un refuge de 750 chiens au sud du Maroc, des chiens des rues qui ont été recueillis là parce que sinon ils auraient fini, dans leur cas, morts, empoisonnés. Dans ce cas-là, j'ai vraiment suivi un instinct, et puis ensuite j'ai suivi aussi la liberté de création et le processus de liberté de création qui m'a menée, en fait, avec la directrice photo puis la monteuse, à faire ce film que vous allez voir, sans que je sache réellement au départ qu'est-ce qui allait devenir avec ce film, en fait. Et c'est la première fois que je fais ça, alors que d'habitude je suis plus dans la scénarisation narrative et
tout est prévu d'avance et tout est assez lourd en fait comme mode de création. Cette fois-ci, je l'ai pris à rebrousse-poil et je me suis dit non, j'ai cette idée et je vais la suivre, je vais la dérouler jusqu'au bout et je vais voir où ça me mène. Et d'ensuite entendre comme ça le témoignage de quelqu'un qui est passé par une vie indigne vraiment, et comme l'ont ces chiens, mais aussi par extension les réfugiés de la crise mondiale. Ça m'a beaucoup émue en fait, et je me suis dit que c'était finalement une bonne chose que j'ai suivi mon instinct, tout simplement. Merci et puis bonne projection. Bonsoir tout le monde, merci d'être ici ce soir. Juste pour info, c'est la première fois que je vais voir mon film sur le grand écran depuis sa sortie il y a 1 an. Donc c'est très excitant pour moi ce soir. La COVID voilà, nous a rendu la chose un peu plus triste. Puis l'histoire que je vais vous raconter, en fait, c'est... en gros, ce film, il y a un moment où je pensais qu'il ne pourrait pas ou ne se ferait pas, parce qu'il y a eu plein de petits événements avant qu'on aille tourner qui semblaient prédire que ça allait être une catastrophe. Donc déjà, nous, on était comme une petite équipe. Moi, c'était la première fois que je réalisais quelque chose en dehors d'un film d'école. Ma productrice n'avait jamais produit de film à ce moment-là. Elle est maintenant productrice, mais à l'époque, elle n'avait jamais fait ça. Ma directrice photo, pareil, on venait juste de sortir de l'école, elle n'avait jamais vraiment fait de film, à part les films à l'école. Fait que vraiment un peu une équipe de bras cassés. On rentrait là-dedans naïvement, puis on n'a pas vu vraiment les obstacles qui pouvaient survenir. Et donc, en fait, nous, on a déposé donc, à la SEDEC pour avoir du financement pour faire ce court-métrage-là. Puis on recevait une réponse, alors je me rappelle très bien la date, c'était le 26 juillet. Et s'il n'y avait pas cet argent-là, on ne pouvait pas le faire parce que, comme je vous ai dit, on savait pas trop, là, on essayait. Puis le matin du 26 juillet, donc moi, je me lève vraiment énervée, puis je me dis « Ah, mon Dieu, c'est aujourd'hui, c'est le grand jour ». Et sur mon téléphone, il y a comme plein de passés de différents médias internationaux qui annoncent la mort de Béji Caïd Essebsi, le président tunisien. Et donc, nous, on s'en allait tourner les élections présidentielles qui étaient prévues pour le mois de novembre. Mais vu qu'il est décédé, les élections étaient devancées à début septembre. Donc, ça nous laissait 1 mois de pré-production advenant qu'on ait le financement pour aller faire le film. Sachant qu'on était une bande de filles vraiment inexpérimentées, on a vraiment angoissé. Donc moi, j'appelle ma productrice le matin et je dis tu sais quoi, si on n'a pas le financement, je vais être vraiment correct. On dirait que ça vient du ciel, là, il est décédé, c'est pas de notre faute, tant pis, comme là, on peut pas aller tourner dans 3 semaines. Puis moi, à ce moment-là, je faisais un petit peu de costume sur des projets pour des amis et tout, puis je rentrais sur une web-série pour 2-3 semaines, je pense. Fait que c'était comme dans ma tête, tout ceci était absolument improbable. Puis finalement, pendant que j'étais en train de magasiner une mascotte de chien dans un demi-sous-sol, dans une maison à Longueuil, une famille de Russes qui faisaient des mascottes, c'était super effrayant comme décor. Vraiment absurde. Je reçois un appel de ma productrice qui me dit qu'on a eu l'argent, puis j'étais tellement sous le choc, puis j'étais en train de marchander pour que la mascotte me coûte 200$ au lieu de 250$, j'ai juste raccroché. Puis comme je suis désolée, j'ai d'autres choses à faire. 3 semaines plus tard, on se retrouve en Tunisie. En fait, moi, j'y vais un peu avant les filles parce que, justement, vu que je suis de Tunisie, je suis comme allée vérifier que l'Airbnb était correct, louer une voiture, etc. Puis là, le grand jour arrive, l'équipe s'en venait. C'était le 1er septembre. Je suis à 6h30 du matin à l'aéroport de Tunis avec mon père. Et on s'était fait répéter, marteler pendant des mois et des mois par ma famille. Sarah, il faut toutes les autorisations. La Tunisie, c'est pas le Canada. Il faut toutes les autorisations d'avoir du matériel audiovisuel. Oui, c'est bon, Isabelle s'en occupe, on a des autorisations, il n'y a pas de problème. Sarah, t'es sûre, c'est pas une autorisation, c'est pas... Oui, pas de souci. 6h30 du matin à l'aéroport, cerné de bord en bord. Je me fais appeler, on peut pas sortir le matériel. On est à la douane, ils le gardent, puis ils rient de nous. Puis ils nous disent qu'on pourra pas voir le matériel, puis il n'y a aucune chance que la caméra sorte d'ici. OK. Là, j'appelle mon père, quand ça me crie dessus, puis il raccroche. On te l'avait dit, t'écoutes jamais, il fallait des autorisations, voilà, c'est toujours la même histoire avec toi. Là, je suis à l'aéroport, je fais l'extrême pas, j'appelle tout le monde, j'appelle une cousine à moi qui est en production qui me dit non, mais tu comprends pas, c'est une autorisation qui prend des mois et des mois à avoir. Même moi, quand je produis quelque chose en Tunisie qui n'est pas sur la politique, j'ai de la misère à l'avoir. Fait que toi, avec ton équipe canadienne, puis ton histoire de révolution, ça n'arrivera pas. Donc là, on est en panique totale, on quitte l'aéroport, bredouille, pas de matériel. Moi, je pleure, j'en peux plus, je sais plus ce que je vais faire. On se couche, parce qu'il était comme 6h, on était fatigués, puis c'était un dimanche aussi.
en Tunisie un dimanche, oubliez ça, là, il va arriver quelque chose. Donc, on est vraiment peinés de tout ça. Puis à 7h30 du matin, ma tante m'appelle, puis elle me dit « Je vais passer vous chercher, dis pas un mot, juste toi et la productrice. » Très louche. Elle vient nous chercher dans une grosse voiture noire avec son mari. Elle nous emmène chez quelqu'un qu'on connaît pas. Il est 8h du matin, on arrive, il y a toute une famille qui est en train de déjeuner. On rentre, je me retrouve face à une très petite dame d'un certain âge qui me regarde avec des grands yeux. Je comprends pas où est-ce que je suis. Je me sens dans la scène du parrain où est-ce que les gens vont demander des choses pour Michael Corleone. Je suis face à elle, elle me dit « Explique-moi ton projet, explique-moi c'est quoi le matériel qu'il y a à la douane. » Ok, parfait, prends une petite feuille de papier, écris, puis j'ai encore la feuille est à moitié déchirée, c'est juste écrit « Demandez à Kim de Nadia. » Elle fait un appel, on retourne à la douane avec le petit papier, la petite feuille. Et le douanier l'a trouvé un petit peu moins drôle, puis on a pu sortir le matériel, puis on a pu tourner le film. Donc voilà, c'est ça la Tunisie, ça vous donne un aperçu. Premièrement, merci d'être venu, de vous être déplacé, c'est vraiment génial. Merci pour la première fois de ça depuis tellement longtemps, donc ça redonne du sens à ce qu'on fait. Donc oui, Nitrate, c'est un film dans le fond qui, c'est la chimie présente dans les feux d'artifice et dans les bombes. C'est ça, ça fait un lien entre spectacle et guerre. Puis ma petite anecdote, dans le fond, dès le début du processus, j'étais très inspirée au niveau formel par deux courts-métrages de Jean-Claude Labrèche, cinéaste de l'Office national du film. Donc c'est ça, il a fait deux courts-métrages dans les années 60, 60 cycles et Essai à la mille, deux courts-métrages qui ont été tournés avec une lentille de 1000 mm. Donc, dans le fond, pour la petite histoire, c'est littéralement une lentille qui avait été offerte par la NASA à l'ONF, puis qui traînait, puis qui prenait la poussière, puis lui, il a pris ça, puis il a fait deux magnifiques films avec. Donc, je vais recommencer. Donc, c'est ça, pour tourner les feux d'artifice, je me suis dit que d'aller justement avec des longues lenses, des longues lentilles, ça serait intéressant pour capter les détails, mais aussi la grandeur des feux d'artifice. Donc, très naïvement, au début du processus, j'ai commencé à regarder pour des grosses lentilles sur comme Kijiji. Puis, littéralement, dans ma première recherche, j'ai trouvé une lentille de 800 mm, une antiquité qui était dans un pawn shop à Montréal-Nord. Donc, c'est ça, je me suis rendue là-bas. Après, le monsieur du pawn shop disait que dans le fond, c'est une lentille qui appartenait à un photographe de guerre qui venait de décéder. Donc là, j'étais comme, mais voyons, tout est dans tout. C'est un outil de guerre qui a servi justement pour voir où bombarder, dans le fond. Donc j'étais comme, c'est ça, tout est dans tout, je vais l'utiliser pour mon film, ça va être génial. Là, malheureusement, on a fait des tests et ça prenait trop de support pour l'allier avec une caméra moderne. Ça allait comme endommager la caméra moderne. Mais c'est ça, c'était une belle histoire de tout est dans tout, puis comment les processus créatifs nous mènent dans des endroits qu'on ne sait pas. Donc voilà, bon film.